Bonjour Olivier Frachon, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Olivier, tu es ancien ingénieur à la retraite, ancien ingénieur EDF à la retraite, ancien syndicaliste à la CGT, tu as été membre du bureau de la CGT Énergie, tu as été aussi le directeur général de la CCAS, la Caisse centrale d'activité sociale, en gros le comité d'entreprise d'EDF pour ceux qui ne le savent pas. J'avais envie de revenir avec toi aujourd'hui sur les enjeux énergétiques qui font leur percée dans la campagne présidentielle. La question énergétique fait débat, elle fait débat notamment à gauche, un débat parfois tronqué, caricatural. On réduit souvent cette question à pour ou contre le nucléaire, productiviste contre décroissant, étatiste contre localiste. On va y revenir, mais d'abord, on vient d'apprendre aujourd'hui que EDF devrait racheter les activités nucléaires de General Electric. C'est-à-dire, comme le dit la ministre ce matin, Barbara Pompili, sur France Info, je la cite, la France récupère enfin les compétences nucléaires sur tout son cycle, à commencer par les turbines, ces mêmes turbines qu'Emmanuel Macron, en 2015, avait vendues lorsqu'il était ministre de l'économie à General Electric. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'enjeu de ce rachat par EDF de des turbines justement de General Electric? C'est-à-dire que pour construire une centrale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en tout cas une centrale de puissance, il faut une turbine, un groupe turbo-alternateur, c'est-à-dire des turbines, un alternateur, et il faut savoir le fabriquer. Donc ça, c'était les compétences et les savoir-faire d'Alstom, qui a été partie prenante de tout le développement de toutes les centrales, je dirais, qu'EDF a pu développer au cours de toute son histoire. Des centrales hydrauliques, thermiques classiques, à charbon, pétrole, jusqu'aux centrales nucléaires. On dit qu'Emmanuel Macron devrait annoncer, en tout cas devrait confirmer ce jeudi, lors d'une visite à Belfort, la construction de 6 EPR. C'est la première étape justement, ce rachat par EDF de l'activité nucléaire de General Electric. C'est une des conditions pour aller vers ces 6 EPR dont Emmanuel Macron devrait annoncer le lancement. C'est sûr que pour construire un EPR, il faut un groupe alternateur, turbo-alternateur derrière, quoi. Donc si on ne le fabrique plus, c'est compliqué de construire des centrales de cette puissance-là, quoi. Donc c'est nécessaire. Par contre, si je peux me permettre un commentaire, c'est pourquoi demander à EDF de racheter, alors que je pense que, en tout cas dans les années qui viennent, EDF va avoir besoin d'investir pour renouveler tout le parc de production d'électricité en France. Donc on voit bien qu'il y a là des choix qui sont apparaissent, en tout cas quelque peu tronqués, quoi. On va revenir justement sur la situation d'EDF, mais sur le débat justement sur le nucléaire, comment les Français peuvent se faire une opinion, peuvent se faire un avis sur la question, sur une question qui est quand même très complexe, qui pose à la fois des questions de consommation d'énergie, des questions de dépendance énergétique, d'enjeux aussi géopolitiques. Tout s'entend, on entend quand Mélenchon ou Jadot expliquent qu'il faut en finir avec le nucléaire parce que c'est dangereux. On entend aussi quand Fabien Roussel explique qu'il faut continuer d'investir dans la recherche nucléaire, qu'on ne peut pas s'en passer. C'est quoi les bonnes questions finalement à se poser sur cette question du nucléaire? Je pense, dans quel monde on veut vivre. C'est-à-dire, l'électricité, c'est une partie importante. Enfin, ça représente 25% de la consommation énergétique du pays. Et si on veut décarboner, donc c'est-à-dire se passer du pétrole et du gaz dans 40 ans, ça veut dire qu'il va falloir transférer une partie des usages sur l'électricité. Donc il va falloir la produire, cette électricité. Donc derrière, je dirais même avant de décider de comment on la produit, il faut décider dans quel monde on veut vivre. Si je peux me permettre une image, aujourd'hui, l'énergie pour l'humanité, c'est comme si chacun d'entre nous vivait avec 200 humains à son service. Sauf que c'est pas 200 humains pour toute être vivant sur la Terre. En Europe, c'est plutôt entre 600 et 1000, en fonction d'où on se situe. Puis il y a des pays dans le monde où les gens, ils en ont pas. Donc la question de la politique énergétique et du monde qu'on veut poser, il faut qu'on se le pose en sachant cela et en pensant aussi à la Terre entière. C'est-à-dire que quand on utilise des ressources pour produire des éoliennes ou du solaire, est-ce que ça se fait pas au détriment d'autres populations qu'on aurait besoin? Et si on a des savoirs et des technologies dans d'autres domaines que d'autres ne maîtrisent pas, est-ce que c'est pas plutôt celle-là qu'il faut utiliser? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut, avant de penser la question de pour ou contre le nucléaire, tu le disais, c'est savoir dans quel monde on veut vivre. Mais parce que c'est une des questions qui n'est pas posée, que tu viens de poser, qui effectivement aborde, qui est la question du nucléaire, c'est la question aussi des inégalités et des inégalités d'accès à l'énergie et à l'électricité. Est-ce qu'on est capable de satisfaire les besoins énergétiques aujourd'hui de l'humanité de manière décarbonée? On sait le faire, on sait Je pense le que programmer? non. Enfin, je veux dire, on sait le faire. Je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'on peut le faire de manière instantanée? Non. Je veux dire, construire un système, par exemple, si l'électricité va prendre une place de plus en plus grande si on veut décarboner l'énergie.
y compris d'ailleurs, il faudra aussi décarboner la façon de produire cette électricité, puisque la majeure partie aujourd'hui de l'électricité produite dans le monde, elle est faite à partir de charbon, de pétrole ou de gaz. Donc, je veux dire, décarboner, c'est tout ça. Mais c'est aussi construire des systèmes complexes que sont les systèmes électriques, et donc un vrai système industriel, et ça demande du temps. On a mis plus de 70 ans, voire un siècle, à construire notre système électrique, qui est constitué à la fois des moyens de production, mais de transport, de distribution et de régulation de tout ce système-là. Et plus on a développé ce système, plus on a développé les usages, plus je dirais, sa régulation est complexe, parce qu'on ne peut plus supporter ce qu'on aurait pu accepter il y a quelques décennies, c'est-à-dire des coupures d'électricité. On a le sentiment qu'il y a une bascule en ce moment qui est en train de s'opérer. On a entendu beaucoup de responsables politiques nous dire qu'il fallait sortir du nucléaire. Certains avançaient même des dates de 2030, 2034, puis maintenant on serait plutôt à 2050. Toi-même, je crois que tu étais plutôt sur une position il y a quelques années où il fallait sortir du nucléaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde nous explique en fait on ne pourra pas sortir du nucléaire véritablement? Oui, il faut un mix énergétique avec du renouvelable. Mais qu'est-ce qui fait que le nucléaire s'impose aujourd'hui comme étant presque indispensable? Si je peux me permettre d'éclairer ma situation. Si il y a quelques années, j'étais plutôt sceptique sur le développement du nucléaire, alors que ça a été tout le fondement de ton parcours, mon parcours, de mon métier, c'est que je considérais que c'était peut-être un débat secondaire par rapport à l'enjeu qui avait de sortir du capitalisme et de rassembler la gauche. Et donc, je pense qu'il y avait d'autres débats à mener avant que celui-là. Mais maintenant, aujourd'hui, et devant l'urgence auquel on est confronté, les urgences sociales et climatiques, je pense que la question, il faut la réétudier autrement et au regard des risques et des choix, des risques qu'on a sur les différents choix ou les différents chemins qu'on peut avoir sur l'avenir. Et en plus, ce qui m'a encore conforté, c'est ce que tu viens de dire, c'est que sortir du nucléaire, c'est encore accepter de vivre avec le nucléaire entre 25 à 40 ans. C'est-à-dire qu'on va demander à des gens de passer toute leur vie professionnelle active dans le nucléaire. Pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on les attire, il va falloir qu'on les forme, il va falloir qu'il y ait de la recherche, du développement. Donc ça, je veux dire, c'est forcément quelque chose qui, pour moi, on ne peut pas sortir du nucléaire comme ça. Comment ils vivent ça, justement, les salariés d'EDF que tu connais bien? Ils ont été en grève le 26 janvier dernier pour dénoncer la stratégie de l'État actionnaire sur EDF. Qu'est-ce qu'ils pensent, les salariés d'EDF, quand on leur parle de transition, d'évolution des métiers, voire de reconversion des métiers? Quand on veut fermer une centrale, par exemple, on leur dit, vous inquiétez pas, vos métiers seront dirigés sur le renouvelable. Ils sont très attachés au nucléaire, évidemment, mais ils ne sont pas réfractaires au J'aurais changement. rappelé que dans l'histoire, on a fermé beaucoup de centrales, y compris on a fermé des centrales à charbon, on a fermé des centrales qui étaient au fioul, et on a développé les centrales nucléaires. Donc je pense que c'est une corporation des électriciens et gaziers où on a toujours su changer de métier et évoluer. Et d'ailleurs, on avait un statut avec un salaire à vie à la qualification qui nous le permettait et qui nous le garantissait. Donc ça, je pense que c'est effectivement... alors, bien évidemment, quand on ferme une centrale et que ça oblige une famille à déménager, ça a un coût, ça a un impact, et je pense qu'effectivement, ça peut être douloureux. Mais quand on pense, enfin, c'est pour ça que je trouve que la réponse de dire on va fermer les centrales nucléaires, mais on va s'occuper de l'emploi, ignore la réalité de ce que peut vivre un électricien gazier. C'est pas la question de l'emploi et du salaire qui pose problème. C'est la question, je dirais, de ce qu'on a mis de chaque soin dans la construction et l'exploitation de cette centrale. Enfin, ce que je dis souvent, de manière un peu provocatrice, mais, enfin, et donc certains l'ont déjà entendu, mais une de mes plus belles émotions que j'ai eues, c'est un jour quand j'allais dans une centrale nucléaire pour aller à la conduite, un soir, c'était à Dampierre à 21h. Je rentre dans la salle des machines, qui était nickel, hein, on a pu manger par terre, il y avait le ronronnement de la machine, c'est une véritable cathédrale industrielle. Je dirais, il y avait ce bruit, c'était beau, et il y avait 12 personnes qui conduisaient 900 mégawatts. Bah, ça provoque une émotion. Et quand on nous balaye en disant, mais on fera autre chose, on ignore cette émotion-là. Et cette émotion, justement, on peut la transmettre aujourd'hui, compte tenu du bashing qu'il y a aujourd'hui dans l'espace public politique sur la question du nucléaire. Si demain, tu le disais, d'ici à 2050, on a encore besoin du nucléaire,
les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas envie d'aller dans la filière nucléaire si on leur dit que demain on arrête tout. Donc qui va s'en occuper? Non, mais Comment on pense la formation? Parce que le nucléaire, on le pense sur un temps très long. ah non, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que souvent on a l'impression, enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens, que le nucléaire est une énergie satanique. C'est-à-dire que il faut en sortir. Mais effectivement, si c'est satanique, personne n'a envie d'aller là-dedans. Or, on va en avoir besoin. On va avoir besoin de gens qui viennent pour leur vie professionnelle. Et on a besoin qu'il y ait des gens qui continuent de la recherche, du développement, ne serait-ce que pour maintenir les centrales existantes. Et puis, il y avait aussi il y a ce projet, par exemple Astrid, qui a été arrêté, qui était un projet de réacteur de génération 4, qui absorbe les déchets, qui en produit moins, plus sûr, etc. Et puis, on a aussi ITER, avec la fusion, qui est le centre mondial de recherche, qui est à Cadarache. Donc, tout ça, c'est du nucléaire. Là-dedans, on a besoin de gens qui viennent s'investir, qui viennent mettre leur énergie, qui viennent mettre d'eux-mêmes pour pouvoir construire ce qui répond à un besoin fondamental. Parce que, oui, c'est ça, répondre à ce besoin fondamental pour qu'on puisse vivre, se nourrir, se soigner, se chauffer, se déplacer, se rencontrer. Tu parlais de la question des inégalités tout à l'heure, c'est aussi l'électricité, une question de coût. L'État oblige EDF, on l'a vu récemment, à revendre son électricité à très bas coût pour permettre la concurrence de faire son marché. Pourquoi est-ce qu'on oblige EDF à ne pas être trop compétitif? Ça va lui coûter 8 milliards d'euros. On a l'impression qu'on organise sa banqueroute en fait. Ça peut être ça, mais c'est surtout, si tu veux, je trouve, d'une certaine façon, mais c'est vraiment l'illustration que le marché et la concurrence ne marchent pas. Alors, je peux comprendre que les libéraux et les tenants du marché et de l'économie de marché aient du mal à l'affirmer. Mais en fait, pourquoi on augmente les tarifs d'EDF? Pas parce que ça coûte plus cher à EDF de produire l'électricité. On augmente les tarifs d'EDF parce que pour pouvoir garantir la concurrence, la commission de régulation de l'énergie, a indexé le tarif des particuliers, enfin le tarif que doit faire EDF, sur le prix de marché. Et pourquoi? Parce que si c'est pas comme ça, les concurrents vont forcément vendre plus cher qu'EDF et donc n'existeront plus. Je prends un exemple, regardez, et on le voit, il y a déjà des fournisseurs qui ont disparu. Leclerc ne peut plus vendre. Même Enercop, qui est pourtant une COP qui veut développer le renouvelable et qui garantit le problème de l'électricité verte, aujourd'hui ne prend plus de clients. Donc, on voit bien que la question est compliquée. Et le dernier point, quand je dis ça ne marche pas, c'est qu'à l'époque, on a dit, mais c'est pas grave, on va développer la concurrence et les gens vont investir. Total, ils n'ont pas investi. Et les seuls qui ont investi, c'est dans les énergies renouvelables. Et j'ai rien contre les renouvelables, mais qui sont subventionnés par les consommateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est des fonds d'investissement qui vont sur les plaques éoliennes, justement, maritimes. Enfin, moi, je reçois des papiers des banques, il y en a partout sur Internet, investissez dans l'éolien, et maintenant on voit apparaître, investissez dans l'hydrogène. Et donc la question, c'est oui, le monde de la finance veut continuer à gagner de l'argent avec l'énergie. Alors justement, pour pallier à ce que tu décris, plusieurs candidats, notamment de gauche, proposent de créer un vaste pôle public de l'énergie. Cette organisation en pôle public serait la seule organisation, selon toi, pour faire de l'électricité un bien commun. Ça plaide pour un retour à la nationalisation, c'est-à-dire ce qu'était EDF en 1946. C'est ça la solution? Je pense que il faut faire de l'électricité un bien commun, et qu'il faut aussi qu'on réfléchisse sur comment le faire. Ça passe sans doute par une propriété publique, une nationalisation, mais il faut aussi qu'on intègre qu'aujourd'hui, à la fois pour y arriver à faire ce qu'on veut et en faire un bien commun, il faut qu'on donne plus de place à la démocratie au sein de l'entreprise et à la démocratie à l'extérieur de l'entreprise, donc la place des citoyens, des usagers. Et on voit bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui se mobilisent au niveau local, etc. Donc, comment on crée un pôle et comment on résout les questions auxquelles on a été confronté pour pouvoir prendre en fait ces différents aspects d'un système qui a besoin d'une vision et d'un pilotage national, mais qui doit aussi répondre de choix locaux. Et ça, je pense que ça,
Je prends un autre exemple. La nationalisation, effectivement, dans mon histoire, moi, ça me parle. Pourquoi pas? Mais je repensais, par exemple, quand je suis rentré à EDF, un des combats de la CGT, c'était contre le gouvernement Giscard, qui avait imposé à EDF d'aller emprunter sur les marchés financiers en dollars pour financer le parc de production nucléaire et de telle façon à soutenir le franc. Donc déjà à l'époque, on utilisait l'entreprise publique à des fins qui n'étaient pas simplement de répondre aux besoins d'électricité, mais qui servaient aussi la politique de l'État. Donc on voit bien que nationalisation, étatisation, ça aussi pose un problème. Donc comment on fait face à ces questions-là pour effectivement en faire un véritable commun qui redonne du pouvoir aux salariés, parce que je pense que c'est indispensable, mais qui redonne aussi du pouvoir aux citoyens et aux populations sur les choix de la politique énergétique. Ce que j'entends quand tu dis ça, c'est que le débat qui fait émerger un point de divergence, un point de conflit, souvent à gauche, qui serait celui de dire planification, donc tout État d'un côté contre les autres qui voudraient justement plutôt une décentralisation ou une production mutualisée et délocalisée de la production énergétique avec une décision partagée effectivement des citoyens, des collectivités, que cette planification versus décentralisation, elles ne sont pas incompatibles finalement, c'est un mix politique qu'il faut arriver à obtenir. Ah oui, d'abord, je partage toute l'idée qu'il faut une planification. On est sur des choix qui vont nous engager sur des choix de 40, 50 ans, qui vous nécessitent cette durée-là pour pouvoir être mis en œuvre. Donc c'est forcément des choix de long terme et pas simplement qui dépendent du marché. C'est donc d'une planification de choix et c'est nécessaire. Après, on est là, je parle de l'électricité, mais ça serait, je pense, pareil sur les chemins de fer, voire même sur la santé ou l'éducation. On est sur des éléments sur des systèmes qui nécessitent des coordinations et des actions au niveau national, voire international. Je veux dire, quand il y a eu un problème sur le réseau allemand il y a quelques années, on a risqué un blackout en France, ou il y en a eu en Italie. Donc on voit que, y compris plus on se développe, plus il y a besoin de cette vision et de cette action au niveau national. Mais en même temps, on voit bien aussi que on a besoin aussi d'interaction sur comment l'électricité nous arrive chez nous, avec quel est le service, est-ce que, y compris comment on relève les compteurs, enfin je veux dire, le même débat qu'il y a sur tous les services de proximité. Donc on voit que, et ces choix énergétiques, ils engagent aussi. Quand on a des éoliennes chez soi, ou quand on a une hydraulique, ça engage. Et donc, je veux dire, on peut accepter d'avoir une éolienne chez soi parce qu'on a une vision globale de à quoi ça sert. Si c'est simplement pour répondre, enfin, je pense qu'il y a besoin de cette articulation qu'on n'a pas su trouver dans le passé et qu'il faut qu'on construise aujourd'hui. Je te posais la question tout à l'heure de comment, dans ce débat présidentiel, les uns les autres peuvent se faire son avis, parce qu'on a le sentiment que c'est un sujet extrêmement technique, extrêmement compliqué. Pour ou contre le nucléaire, c'est pas véritablement la question. Et finalement, j'ai envie de te poser la question, même si je peux supposer de ta réponse. Si la question du nucléaire, c'est une question technologique, c'est une question politique, c'est les deux. Parce que tu me disais, c'est d'abord et avant tout une question de dans quelle société on a envie de vivre. Si on veut une société de la voiture tout électrique, mais si on doit se passer de la voiture de plus en plus, quelles conséquences ça a sur notre quotidien dans 10, 15, 20 ans? C'est des bornes électriques partout. Je pense que je reviens à ce que je disais, c'est dans quel monde on veut vivre et comment. Après, je pense, si tu veux, qu'il y a des impensés. Je pense qu'avec ou sans nucléaire, de toute manière, je pense que l'usage de la voiture dans le futur, fût-elle électrique, ne pourra pas être celui qu'on a eu avec la voiture à pétrole. Ce sera pas les mêmes voitures, ce sera les mêmes usages. Et ça va être, soit on le discute et on discute de manière collective et on le construit collectivement pour qu'on puisse l'accepter collectivement, soit on le subit parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de pétrole, etc. Et là, ce sera des crises. Donc là, il y a une première responsabilité. Comment ce choix de vivre ensemble, on le discute. Et pas simplement en disant il faut décroître ou pas, ou c'est les riches qu'il faut que... C'est comment on fait du choix et quelle vie ensemble. Mais ça réinterroge aussi est-ce que c'est possible dans une société capitaliste quand même. Et ça, je veux dire, c'est le premier choix. Et le deuxième choix, le nucléaire, c'est à la fois une technologie, mais c'est aussi des hommes en son sein. Enfin, des hommes et des femmes, je m'excuse, c'est des humains. Et je pense que c'est aussi ces humains, ils sont facteurs de la sûreté du nucléaire. Ça, on apprend ça, je veux dire, dans tous les éléments qui travaillent sur la sécurité industrielle, on parle de culture de sécurité, de culture de sûreté, la possibilité du droit de retrait, la transparence. Et donc, la sûreté, elle est pas mécanique, elle est liée
à la place qu'on fait au travail dans la centrale et dans le nucléaire. Et je pense qu'effectivement, en fonction de l'organisation, en fonction de la place qu'on fait au travail, et en fonction dans quelles conditions on l'utilise, je peux être pour ou contre du nucléaire. Par exemple, je pense, toutes choses égales par ailleurs, qu'aujourd'hui, le fait d'être en déficit de production à la marge, mais en déficit, introduit une pression supplémentaire sur les exploitants par rapport à la sûreté. C'est ce que dit d'ailleurs le directeur de l'ASN dans un article du Monde, parce que quand vous avez un doute, droit de retrait, et qu'il faut arrêter la centrale, mais si vous arrêtez cette centrale, ça déséquilibre et ça oblige à mettre certaines régions dans le noir, vous pouvez à un moment donné hésiter. Donc, vous savez, ça, et la sûreté, elle renvoie bien à la place qu'on fait au travail et que l'organisation fait au travail et dans le système. Tu le disais, et c'est ma dernière question, Olivier, tu as été beaucoup engagé à gauche, sur la reconstruction de la gauche. On la voit aujourd'hui très divisée, particulièrement divisée. Elle semble jouer sur ces désaccords, notamment ceux sur le nucléaire, justement, la gauche. Ils sont insurmontables, ces désaccords sur le nucléaire à gauche? J'en sais rien. Moi, je suis dans une organisation qui rassemble plutôt des gens qui se sont construits contre le nucléaire. Donc mon discours, il est quelque peu marginal et parfois mais je pense que la question, c'est pas tant le choix technologique, mais que le monde dans lequel on veut vivre et la place qu'on fait aux gens dedans. Enfin, je veux dire, pour moi, le nucléaire, c'est sans doute important par rapport aux besoins en énergie et la place qu'occupe l'énergie dans la vie humaine. Mais si c'est pas dans un service public, dans une entreprise nationalisée avec un droit aux salariés, s'il n'y a pas une place aux citoyens, je pense que les conditions ne sont pas les mêmes que si c'est dans ce cas-là. Donc je pense que pour moi, on ne peut pas... Le débat est mal posé à gauche, du coup, alors. Ah oui, c'est en tout cas ce que j'essaye de dire. C'est que, de toute manière, et c'est comme ça qu'on peut conclure, c'est que peut-être qu'on peut avoir une divergence sur est-ce qu'on construit des nouveaux moyens ou pas, mais il va falloir vivre encore pendant 30 ou 40 ans avec des réacteurs. Et donc je pense que déjà, en disant ça, on a tranché la question. Merci beaucoup, Olivier. Merci à toi.